Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode sur Elano 10 où on fait un recap de tout ce qui s'est passé cette semaine et le week-end dernier dans le maximum de sport possible. Donc on va commencer comme d'habitude avec le football et on va commencer comme d'habitude avec le classement de Ligue 1 qui n'a pas trop bougé par rapport à la semaine dernière, avec Paris toujours premier, Nice deuxième et Monaco troisième. Ça n'a pas bougé, mais Paris s'est fait peur quand même tout de même face au Havre. Où ils ont coupé d'un carton rouge au début du match. Et ensuite, Nice a perdu face à Nantes, ce qui entrave leur bonne progression dans ce championnat. Et Monaco a tranquillement gagné face à Montpellier, qui avait d'ailleurs eu un carton rouge. Lille continue sa remontée au classement. Marseille s'est enfin libéré face à Rennes avec enfin une victoire. Et ensuite, on a eu un nul entre Toulouse et Lorient, une victoire de Lens face à Lyon, et Brest-Clermont 3-0. Donc Brest qui se redonne de l'air, qui est à 21 points, donc très proche en fait dans les 7 premiers, avec Lens en 6e place, Reims en 5e place, et Lyon est bien sûr toujours dernier. Ils ne réussissent vraiment pas à enchaîner après leur victoire il y a maintenant 2 semaines. En Liga, il y a eu un énorme match entre le FC Barcelone et l'Atlético de Madrid. On s'attendait à beaucoup de buts, beaucoup de rebondissements, mais c'est le FC Barcelone qui s'impose 1-0 avec un but en première période de João Félix. Girone est toujours deuxième, et cette fois à égalité de points avec le Real de Madrid qui a gagné face à Grenade. Girone a gagné face à Valence, et donc on a quand même un classement de Liga très intéressant et très serré, entre le Real avec 38 points, Girone avec 38 points et le FC Barcelone avec 34 points. L'Atlético est pas loin derrière avec 31 points. En première ligue, il s'est passé aussi plein de choses. Arsenal a pris la tête du classement avec 33 points et 2 points de plus que Liverpool, qui s'est aussi imposé face à Fulham 4-3. Un match avec beaucoup de buts. Il y a aussi eu le match entre Manchester City et Tottenham, encore un match du haut de l'affiche, et un match nul entre les deux équipes, 4-4. Donc ça, c'est un match qu'il fallait absolument voir. Il s'est passé énormément de choses. Et donc ça permet à Aston Villa de passer devant Tottenham. Donc ça nous fait un groupe de tête avec Arsenal, Liverpool en deuxième, Manchester City en troisième, Aston Villa quatrième et Tottenham cinquième. En Bundesliga, il y a eu un match nul entre Leverkusen et Dortmund qui permet au Bayern de recoller un petit peu au classement et donc de n'être que 3 points derrière Leverkusen. Stuttgart est toujours troisième, Leipzig quatrième et Dortmund cinquième. On peut regarder rapidement le classement du top 14 en rugby avec le Racing 92 en première place, Toulon en deuxième place et Castres en troisième place, suivi de près par Pau. Et donc le Stade Français a battu Toulouse 27-12, Clermont a battu le Racing 92, ça c'est une très bonne opération de leur part, Castres a battu Lyon, Toulon a battu Pau. Donc voilà, il y a eu plusieurs matchs comme cela. On peut aussi passer au ski alpin avec Frédérica Brignone qui a encore montré toute son expérience ce week-end au slalom géant et qui a devancé tout le monde. Le géant se disputait au Canada avec une tempête de neige assez conséquente, mais la course n'a pas été reportée, contrairement à plusieurs reprises, surtout chez les hommes et les descentes. Elle a devancé Lara Gut, toujours là Lara Gut, et l'américaine Michaela Schifrin. Donc elle a devancé Lara Gut de 33 centièmes et l'américaine de 39 centièmes. Donc c'était une victoire vraiment dans un mouchoir de poche, mais elle l'a fait. Et c'est vraiment les 3 plus expérimentés du circuit qui sont sur le podium. C'est quand même sa 23e victoire en Coupe du Monde pour l'italienne et la 10e en slalom géant. Mais ce qui est surtout notable, c'est la 4e position de la française Clara Direz. Et ça, c'est son meilleur résultat dans la discipline. Et c'est vraiment très positif pour le ski féminin français, parce que à part Tessa Worley, il y avait pas grand monde au niveau, on va dire. Et là, de voir Clara Direz à ce niveau-là, c'est vraiment très positif. Et ça fait plaisir pour elle qui a 28 ans. Donc il serait temps de se démarquer des autres, et cette 4e place va peut-être lancer sa carrière, et elle va pouvoir aller chercher des podiums. Et ce qui est surtout marqué la semaine des sports d'hiver, c'est les 2 victoires de Lou Jean Monod, avec cette semaine une victoire au sprint, premièrement cette semaine, qui était vraiment magnifique de bout en bout, avec une justesse au tir et sur les skis. Et ensuite, la confirmation pour faire le doublé sprint-poursuite, où avec la poursuite de ce week-end, où la Française a réalisé une course parfaite
derrière la carabine avec 100% au tir, 20 sur 20. Et sur les skis, c'était peut-être un peu plus compliqué, mais c'était surtout une différence cruciale par rapport aux Allemandes avec qui elles concouraient, car elles allaient vraiment très vite, elles glissaient très bien. Ça a été très bien fait par leurs techniciens. Mais elle a tenu, et sur le dernier tour, elle était collée avec l'Allemande, elle n'a pas abandonné, et au sprint, c'est elle qui a devancé l'Allemande, donc c'est vraiment une course pleine de maîtrise, pleine d'expérience, pleine de caractère, alors que finalement c'est la première fois qu'on la retrouve à ce niveau, donc c'est vraiment une très belle surprise pour le biathlon français. Chez les hommes, c'était assez compliqué, plutôt compliqué, avec la semaine dernière donc au sprint une 7e place de Fabien Claude. Mais ensuite, la poursuite de ce week-end ne s'est pas concrétisée pour l'équipe de France masculine de biathlon avec seulement un léger top 10 pour Quentin Fillon-Maillet et les autres Français sont largement derrière. Donc il va falloir se remobiliser à ce niveau-là. Et il y a bien entendu le mondial de handball féminin qui se joue en ce moment même. D'ailleurs, il y a des matchs au moment où je vous parle, mais toute la semaine, il y a eu les matchs qui ont commencé, les principaux matchs. L'équipe de France, si on regarde d'un point de vue notable, s'en est très bien sorti, avec 2 victoires sur 2. Mais pour le premier match face à l'Angola, c'était quand même plutôt compliqué pour l'équipe de France qui a gagné sur le fil. Mais après, on sait que l'Angola, c'est une équipe qui est très solide et depuis plusieurs années en Coupe du Monde qui commence à chatouiller les plus grandes équipes. Et donc la France n'a gagné que de 1 point, 30-29. Et ensuite, le deuxième match de l'équipe de France, c'était contre l'Islande. Et là, c'était quand même beaucoup plus facile, beaucoup plus. On a vu une équipe de France beaucoup plus efficace et défendre beaucoup mieux. Et là, l'équipe de France a gagné 31-22. Donc c'est très positif. Et ce soir, l'équipe de France va jouer la Slovénie. Un match plus compliqué, je pense, et plus serré, parce que la Slovénie est première ex-aequo du groupe avec la France. La Slovénie aussi a gagné ses 2 premiers matchs, donc ça va être plutôt intéressant pour savoir qui va prendre la première place de ce groupe. Dans les autres groupes, on a quand même la Suède, la Croatie, le Sénégal et la Chine pour le groupe A. Donc la Suède a gagné 2 matchs sur 2, la Croatie en a gagné 1, et ensuite pour le Sénégal et la Chine, c'est bien entendu plus compliqué. Le groupe B est mené par la Hongrie avec 2 victoires sur 2, mais ex-aequo avec le Monténégro, et ces 2 équipes-là vont jouer ce soir d'ailleurs, vont s'affronter pour la première place. Et ensuite on a le Cameroun et le Paraguay. Le Cameroun qui a quand même gagné un match et qui joue en ce moment même face au Paraguay. Le groupe C est mené par la Norvège, 3 victoires sur 3, là c'est comme on l'attendait, efficace de leur part et de haut niveau. L'Autriche est deuxième avec 2 victoires sur 3 matchs. La Corée du Sud, 1 victoire sur 3 matchs. Et bon, en dernière place, le Groenland est dernier, mais bon, on pouvait s'y attendre. Le groupe D dont je vous ai déjà parlé avec la France et la Slovénie. Ensuite, le groupe E avec le Danemark et ses 2 victoires sur 2, la Roumanie et ses 2 victoires sur 2. Donc là aussi, ces deux équipes vont devoir jouer pour savoir qui aura la première place. Ensuite, on a encore un groupe F avec l'Allemagne et la Pologne qui se démarquent du Japon et de l'Iran. Un groupe G entre l'Espagne et le Brésil. L'Espagne qui a gagné face au Brésil hier et qui va donc tranquillement être première du groupe. L'Ukraine et le Kazakhstan seront éliminés de ce groupe-là. Et le dernier groupe, enfin, on y arrive. Les Pays-Bas premiers avec 2 victoires sur 2, la République tchèque de même, et ensuite c'est le Congo et l'Argentine qui sont 3e et 4e et qui jouent en ce moment même pour savoir qui sera 3e ou 4e. Voilà pour le mondial féminin. On refera des recaps assez souvent de ce mondial qui va encore durer quelques temps et on espère que la France va gagner face à la Slovénie ce soir. Il s'est aussi passé des choses en tennis, c'était les Masters Next Gen. Donc c'était une compétition de tennis comme les Masters pour ce qu'il y a eu entre Djokovic et Sinner avec la finale, et bien sûr les autres concurrents. Mais là c'était des règles assez particulières parce que l'ATP tente de dynamiser le tennis et donc tente de nouvelles règles, de nouveaux formats. Et donc ça c'était un format assez particulier avec des matchs en 3 sets. Mais les sets se terminaient au bout de 4 jeux gagnants. Il y avait aussi 8 secondes pour servir entre le premier et le deuxième service. Il n'y avait pas d'avantage, donc quand il y avait 40A, c'était directement celui qui gagnait le point qui gagnait le jeu. Donc il y avait plein de choses particulières comme ça. Par exemple, le terrain, rien que le terrain, on ne voyait pas les couloirs de double, donc c'était juste un terrain tout simple. Donc ça, c'était assez bizarre, intriguant, mais pourquoi pas. Et par exemple,
pour qu'il y ait 4 jeux gagnants, au bout de 3 jeux à 3 jeux, eh bien c'était un tie-break qui départageait les joueurs. Donc c'était quand même un format très particulier auquel on n'a pas l'habitude. Mais bon, pourquoi pas tenter ce genre de format sur des compétitions comme ça où ce ne sont pas des grands chelems ou des choses comme ça, ou les ATP 250 ou 500. Pourquoi pas tenter? Maintenant, voilà, je ne pense pas que ça plaise à grand monde, en tout cas au niveau par exemple des commentaires sur les réseaux sociaux ou même des commentateurs. Ça coince un peu. Après, il y en a qui sont séduits. Moi, je reste observateur de ce format-là, mais c'est vrai que le format classique restera iconique et ça sera l'essence même du tennis. Le fait que des matchs durent 5 heures, c'est ça aussi qui fait la beauté de ce sport-là. Donc, pourquoi pas dynamiser le tennis sur des formats comme les ATP Next Gen, les Masters Next Gen, ça peut être intéressant parce que bon voilà, c'est des compétitions qui ne sont pas, on va dire, qui sont importantes pour ces jeunes joueurs-là, mais où il y a la place d'innover et de tester de nouvelles choses. Et donc on a eu un Français qui s'est très bien débrouillé, qui était favori d'ailleurs dans cette compétition, c'est Arthur Fils, et petit à petit il s'est hissé jusqu'en finale face au Serbe Amad Medjedovic. Et le match était très beau. Vraiment, il s'est passé de grandes choses. Arthur Fils gagne le premier set. Ensuite, le Serbe gagne les 2 sets suivants. Et finalement, il gagne même les 3 sets suivants et s'impose face à Arthur Fils. Alors, c'était une surprise quand même, parce qu'Arthur Fils était vraiment favori. Et s'est très bien débrouillé d'ailleurs dans les matchs. Mais c'est la surprise de la semaine et on va pouvoir le suivre, ce petit joueur, pour les saisons à venir. Et on n'oublie pas Arthur Fils qui monte en flèche dans le classement ATP d'ailleurs. On peut aussi parler du handball qui s'est passé cette semaine avec la Ligue des Champions Hommes. Je vous en avais parlé la semaine dernière. Eh bien, je peux vous faire un petit récap des matchs qu'il y a eu. Il y a eu Montpellier qui a joué contre Magdebourg, qui s'est malheureusement incliné 28-24. Mais bon, on sait que Magdebourg, c'est une équipe très solide et c'est plutôt une bonne opération pour Montpellier de n'avoir perdu que de 4 buts face à Magdebourg. Ensuite, il y a eu un gros choc entre Veszprém et le FC Barcelone qui s'est fini par une victoire de FC Barcelone 30-31. Donc c'était un match très serré. Le FC Porto a encore perdu. Goudmé a gagné face à Porto. Bon, Porto qui enchaîne les défaites dans cette compétition. Et le Wisla Plock a gagné 30-25 contre Cellier. Donc si on regarde un peu les classements, dans le groupe B, le FC Barcelone est donc premier, a fait une mini marge, un mini matelas face à Veszprém qui est deuxième, Magdebourg troisième, Goudmé quatrième, et ensuite Montpellier garde sa 5e place, mais a quand même un écart important avec le FC Porto, Wisla Plock et Cellier qui sont derniers de ce groupe B. Et dans le groupe A, il n'y a pas eu de match, il me semble, et donc on reste sur le même classement que je vous avais énoncé la semaine dernière. Je peux vous faire un petit récap des classements NBA. Alors il y a eu beaucoup de matchs en une semaine pour toutes les équipes. En tout cas, on peut dire que les Celtics sont premiers de la conférence Est, juste devant les Magic, et ensuite les Bucks qui sont 3e, donc ça n'a pas trop bougé au niveau des classements. Les Sixers sont toujours 4e, New York 5e. Et ensuite, ceux qui sont en difficulté dans cette conférence-là, c'est les Pistons de Détroit et les Wizards de Washington. Et ensuite, en conférence Ouest, les Timberwolves sont premiers, suivis des Thunder. Alors ça, c'est les 2 équipes en forme, avec les Nuggets d'ailleurs 3e. C'est vraiment les 3 équipes en forme du moment. Les Kings 4e, les Suns 5e. Les Mavericks qui ont eu du mal, notamment avec l'absence de Luka Doncic sur 2-3 matchs, qui a fait que les Mavericks étaient un peu délaissés et que Kyrie Irving n'arrivait pas vraiment à tenir l'équipe dans sa poche. Et toujours très compliqué pour les Spurs qui n'ont pas gagné depuis que je vous ai fait le podcast la semaine dernière. Et les Grizzlies aussi très compliqués, ainsi que les Trail Blazers depuis le départ de Damian Lillard. On peut parler peut-être de basket français, mais très rapidement. Il était censé y avoir un gros match entre Monaco et Paris, mais Monaco a complètement détruit Paris 84-62 hier, tout comme Lyon-Villeurbanne, donc l'équipe de Tony Parker, enfin en tout cas propriétaire et Tony Parker de cette équipe, ont battu Boulogne-le-Valois 102-76, donc voilà, le départ de Victor Wembanyama se fait ressentir. On a aussi eu une victoire de Strasbourg à domicile face à Nancy, de Nanterre face à Chalon et de Dijon face à Roanne. Saint-Quentin aussi s'est imposé face à Blois. Il y a eu beaucoup de victoires à l'extérieur ce week-end. Et donc ça permet à Monaco d'être premier du classement
avec 13 victoires sur 14 matchs joués. Donc ça, c'est quand même inédit de leur part. Villeurbanne est deuxième du classement, Paris troisième, et donc qui décroche un peu avec cette défaite face à Monaco, et ensuite Bourg-en-Bresse quatrième, Nancy cinquième, et c'est finalement Strasbourg huitième. C'est de la petite déception de cette année, et puis c'est très compliqué pour Boulogne-le-Valois en 18e place, et Gravelines-Dunkerque, mais Boulogne-le-Valois depuis le départ de Victor Wembanyama, c'est un peu la débandade. Je pense qu'on a tout dit sur tout ce qui s'est passé cette semaine, ce week-end. Il s'est passé plein de choses, mais on a quand même vu les choses beaucoup plus rapidement que la semaine dernière. Dites-moi si vous voulez que j'accentue plus sur certains sports ou non. Dites-moi si vous voulez que j'aborde les sujets plus profondément ou non aussi. Je vous laisse toujours en description le compte Instagram elanodis.podcast. Si vous voulez interagir, ça ferait très plaisir. Demain, je vous poste un épisode sur les tirages de l'Euro qui ont eu lieu samedi soir. Donc ça va être très intéressant. Je vais vous parler des groupes qui ont été tirés, de mes prédictions, et aussi des prédictions que vous m'avez écrites sur le compte Instagram ce week-end, après le tirage. En tout cas, c'était encore un plaisir de vous faire ce podcast aujourd'hui. Je reviens bien sûr la semaine prochaine et demain pour l'Euro 2024. Si quelque chose se passe entre-temps, je vous notifierai ça sur Instagram, et peut-être que je referai un podcast au courant de la semaine. En tout cas, pour le moment, je vous dis à demain et à la semaine prochaine pour l'épisode du lundi, comme on en a convenu. Bonne semaine à tous.